Alors, dernier intervenant de cette table ronde, Bernard Cresson, vous êtes là pour nous parler des solutions fondées sur la nature, qui sont un des thèmes que porte fortement l'UICN depuis un certain temps. Ça reste quand même un concept assez récent. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est appliqué concrètement aujourd'hui à grande échelle, en tout cas. Mais en quoi, selon vous, il constitue une voie prometteuse pour mettre en synergie activité économique et qualité des milieux? Alors bonjour, oui, Bernard Cresson. Donc moi j'étais aussi de votre côté puisque je suis toujours élu. C'est mon troisième mandat, mais je suis pas maire. J'étais aussi socio-professionnel agricole, syndicaliste agricole. Et aujourd'hui je préside le comité français de l'Union internationale de conservation de la nature. L'Union internationale de conservation de la nature, elle a été fondée il y a 70 ans à Fontainebleau par des scientifiques qui commençaient déjà à être inquiets du développement sociétal qu'on avait, donc vous voyez, il y a 70 ans, et qui ont réussi à réunir des États. Donc l'Union internationale de conservation de la nature, ça réunit les États, des agences nationales, et puis des grandes ONG et les établissements publics. Donc en France, j'ai l'honneur de présider ce comité français, et c'est vrai que le concept de solution fondée sur la nature, alors c'est un concept qui est à la fois récent, mais qui est ancien. Il est récent parce qu'en fait, il est conceptualisé, comme a été conceptualisé le développement durable, hein, comme a été la conceptualisation du réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est des données qui finalement sont mis en musique. Mais en fait, les solutions fondées sur la nature, les anciens qui n'avaient pas les moyens technologiques qu'on avait, mais ils les mettaient souvent en pratique. Ils les mettaient en pratique par défaut, parce qu'ils ne pouvaient pas casser la nature. Donc en fait, ils faisaient des solutions avec la nature. Donc ces solutions fondées sur la nature, on les a déjà développées donc, à la COP de Copenhague. Alors les solutions fondées sur la nature, c'est une action concrète qui correspond à un défi sociologique, hein, c'est-à-dire le réchauffement climatique ou la qualité des eaux. Et donc on va faire une action qui va être bénéfique pour ce défi sociétal, mais qui en même temps va être intéressant pour la biodiversité. Donc nous, ce qu'on appelle ça, c'est des actions sans regret. C'est-à-dire que c'est du génie civil écologique, du génie écologique, qui a malheureusement pas été beaucoup enseigné en France ces dernières années. Donc on a non seulement le problème de l'éducation, mais le problème de la formation. Moi, je suis allé travailler avec les Suisses, avec les Allemands, avec les Anglais, parce qu'en France, bon, on avait des grandes écoles qui formataient les gens d'une manière un peu spécifique et qui croyaient beaucoup au génie civil militaire. Un autre appel, le GIEC. Le GIEC a considéré que les sociétés fondées sur la nature pouvaient absorber 37% de la réduction des gaz à effet de serre. Je dis bien 37%, uniquement en arrêtant la déforestation, l'artificialisation des sols, c'est-à-dire la perméabilisation, et en ayant des gros programmes de restauration des tourbières, des zones humides. Mais malheureusement, c'est que 3% des financements. C'est-à-dire qu'on vous dit, ça représente un tiers des potentiels, mais on n'y affecte que 3% des financements. Donc là aussi, je vous rejoins, si on veut que l'agriculture joue un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique, il faut aussi apporter des compensations sociétales. Alors, l'approche bassin versant, moi, elle me convient très bien parce que c'est tout à fait une approche fondée sur la nature. La nature géographique, elle a fait quelque chose. Ben oui, il faut le gérer dans cette unité-là et pas le morceler pour que celui de l'amont ne corresponde pas avec celui de l'aval ou que celui qui est sur la Draie ne corresponde pas avec celui de Lubac. Donc pour nous, c'est vraiment une approche extrêmement intéressante. Et puis la gestion participative, c'est extrêmement important. Moi, je suis toujours élu local, mais la gestion participative, on ne fait rien sans l'adhésion de nos populations. On ne fait rien sans l'adhésion des socioprofessionnels. On ne fait rien sans l'adhésion des forces vives. Si on ne fait pas avec eux, on va se retrouver contre eux. Donc, de toute façon, on est condamné à vivre ensemble. Hein, j'avais bien aimé votre expression aussi qu'il était trop tard pour être pessimiste, mais moi je dis on est condamné pour vivre ensemble. Alors est-ce qu'on va vivre ensemble chacun derrière un bunker, ou est-ce qu'on va vivre ensemble en regardant les problèmes et en les abordant d'une manière le moins
passionnel possible. Passionné, parce qu'on est passionné, mais passionnel, non. Alors c'est un concept donc qui est ancien, hein, puis il a été développé à la COP21. Alors c'est un concept qui est appliqué, parce qu'en fait c'est un concept parapluie, c'est un concept abritant, et tout ce qui s'est fait sur les SDAG et autres, c'est déjà du développement. C'est déjà de l'application des sociétés fondées sur la nature. Quand on a vu les agences de bassin qui ont commencé à financer de la maîtrise foncière sur les zones humides, là, on est typiquement sur des solutions fondées sur la nature. Et puis, c'est une voie réaliste. Parce que quand je vois acteurs économiques et milieux aquatiques, compatibilité ou synergie, moi, je me demande de quelle économie on parle. J'ai aimé ce matin, j'ai entendu parler de sobriété et économe. Si on parle de l'économie du gaspillage que nous avons eu pendant ces 30 glorieuses, non, les milieux aquatiques de qualité, ce n'est pas compatible. C'est en opposition. Mais si on parle d'un développement économique durable, c'est-à-dire qui à la fois permette aux générations futures de vivre dans de bonnes qualités, permette aux générations actuelles de vivre, d'avoir un indice de développement humain correct, et surtout permettre un développement harmonieux entre les humains et la nature, alors oui, non seulement on est compatible, mais on est totalement en synergie. Mais pouvoir se mettre en synergie, c'est comme dans une famille. Il faut qu'on y aille ensemble. Alors il vaut mieux y aller ensemble un peu moins vite que d'y aller tout seul très vite pour finalement être retenu par les oppositions. Donc pour nous, les solutions fondées sur la nature, elles ne sont valables que si on les monte ensemble. Et si on démontre qu'elles peuvent être utiles sociétalement et qu'elles peuvent valoriser aussi des activités rurales, agricoles, de foresterie, de tourisme, on l'a vu tout à l'heure. Et puis la qualité de vie des gens. On parle beaucoup de tourisme pour attirer les touristes extérieurs. Mais moi j'avais été frappé, quand j'ai été passé en Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandais avaient développé le tourisme pour les Néo-Zélandais. C'est-à-dire qu'au lieu que les Néo-Zélandais partent en Asie, en Australie, ils avaient développé le tourisme pour leurs locaux, pour les gens du pays. Et aujourd'hui, ils avaient bien raison. D'une part, ils ont bien sûr du tourisme étranger. Mais le tourisme franco-français, c'est pas mal non plus. Le tourisme européen, c'est pas mal aussi. Parce que vis-à-vis du changement climatique, votre impact de passer vos vacances dans les Hautes-Alpes quand vous êtes à Marseille, ou de passer vos vacances en Normandie quand vous êtes du centre de la France, votre impact, il est nettement meilleur. Et finalement, la France est quand même la plus grande destination touristique du monde, mais ce n'est pas toujours les Français qui s'en aperçoivent. Et il faut que vous alliez ailleurs pour vous s'apercevoir que votre pays, votre région, c'est une des plus belles du monde. Enfin, moi, j'ai des ancêtres dans la vallée de l'Ubaye, je peux vous dire que j'y vais chaque année, et je suis toujours émerveillé, et je peux dire que le barrage de Serponçon a certainement apporté à la vallée, à cette vallée-là, un développement qui est un développement global. Et donc là, on a quand même des atouts. Alors, on a des grands débats sur des grands aménagements, et on a vu que des grands aménagements aujourd'hui, ils peuvent être réalisés dans la mesure où on fait l'application éviter, réduire et compenser. On ne peut pas ne pas plus rien faire, mais quand on veut faire quelque chose, il faut éviter l'impact, il faut le réduire et il faut le compenser. Et moi, j'ai eu la chance de travailler quand j'étais pas encore retraité. J'ai eu la chance de travailler avec les sociétés autoroutières ou avec la SNCF pour les lignes TGV. Mais on avait fait un bond énorme en avant. C'est-à-dire qu'avant, les gens de la SNCF, quand ils faisaient les premières lignes TGV, ils étaient arc-boutés, ils avaient fait Polytechnique. Eux, ils savaient. Et puis nous, on était les mecs de terrain, on ne savait pas, on était des cons, nous. Hein, on leur disait, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. On était agriculteurs, on était élus locaux. Et puis finalement, ils ont compris que de toute façon, ils ne passeraient pas. Ils ne passeraient pas comme ça. Hein. Et donc finalement, comme ils sont quand même intelligents, hein, en étant polytechniciens, eh ben, on a mis en place des protocoles, grâce aussi au sérieux des services de l'État. Et finalement, on a fait des projets qui étaient intéressants. On a fait des projets constructifs. On a fait des projets qui étaient, alors pas toujours compensés à la hauteur, parce qu'on ne savait pas toujours calculer et capitaliser, mais on a fait des bons projets. Et surtout, quand on a inauguré les espaces, ou quand on a inauguré la ligne,
on était fiers d'avoir travaillé ensemble. Et moi, je crois que c'est fondamentalement ce qu'il faut faire, c'est arriver à travailler ensemble. Merci beaucoup.